Bienvenue à compte complet, notre balado dans ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Huson en compagnie de Mark Griffin. C'est le dernier balado avant le début de la saison régulière. Et tout de suite, je vais lancer l'invitation pour deux émissions qui vont mettre la table sur la saison 2021. Une émission consacrée à la Ligue nationale et une autre dans la Ligue américaine. Donc, tout juste avant le début de la saison, au cours de la semaine prochaine. Ce sera donc à suivre deux émissions distinctes. Marc, beaucoup de sujets à aborder. On ne se dédoublera pas plus qu'il faut là, parce qu'il y a quand même des sujets qui seront abordés lors de ces deux émissions-là. On va commencer avec ce qu'il y a de plus chaud dans le dossier du baseball, les deux retours possibles d'une équipe de baseball à Montréal. Donc, au cours des dernières heures, ça a bougé beaucoup. Il y a hier, lundi, Stephen Bronfman qui s'est inscrit officiellement au registre des lobbyistes pour pouvoir s'entretenir du dossier du financement d'un stade à Montréal. Et dès le lendemain, c'est à peine 24 heures plus tard, il y a le premier ministre lui-même, François Legault, qui s'est montré ouvert à la possibilité de s'impliquer. Là, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour dire quelle forme que ça pourrait prendre, mais la porte est ouverte. Ben, écoute, Alain, c'est sûr que, bon, ben, tu sais, les gens, il y a deux éléments qui ressortent là, de tout ça, là, c'est que les gens disent pourquoi sortir ça maintenant, dans le cas de Stephen Bronfman, compte tenu, bon, de la pandémie, des problèmes financiers partout, et de répondre là-dessus, écoutez, premièrement, il n'y a jamais un bon timing, mais deuxièmement, je vous dirais que la raison derrière tout ça, c'est que il y a une fenêtre qui s'ouvre présentement pour ce projet-là. Stephen Bronfman en est conscient. Et si on veut continuer à avancer dans ce dossier-là, on n'avait pas le choix de franchir cette étape-là qui a ouvert donc le dossier publiquement. Euh, c'est un dossier qui a continué à avancer, Alain, durant la pandémie. Tu sais, évidemment, ça n'a pas fait l'actualité, mais on a toujours travaillé derrière pour que ça puisse avancer. Et là, on arrive dans une situation où on parle d'aide financière de la part du gouvernement. Moi, la première chose là, qui m'est venue, Alain, là, je me suis rappelé 1997, lorsque Claude Brochu a demandé de l'aide pour un nouveau stade. Et te rappelles-toi, à l'époque, ça avait fait une tollée, on ne demande pas. Puis là, on ferme des lits d'hôpitaux, on ne construira pas des stades pour des millionnaires. On les a tous entendus, les raisons derrière tout ça. J'ose espérer, Alain, qu'on a évolué au fil du temps. Et j'ose espérer que le langage est différent. Parce que ce que Stephen Bronfman demande, là, c'est pas donnez-moi 350 millions, on va construire un stade. C'est pas ça du tout. C'est vraiment un partenariat. C'est vraiment une entente gagnante-gagnante. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous investissez, ben, vous souhaitez que votre argent puisse fructifier puis que vous pouvez en gagner davantage à ce moment-là. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le gouvernement Legault, actuellement, et ce que j'aime de son ouverture, c'est qu'il comprend l'aspect affaires. C'est-à-dire que si on investit X montant, mais qu'on va en récupérer pas mal plus éventuellement, ben c'est une entente financière qui fait du sens. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut changer le langage. Moi, je me souviens, il y avait des économistes à l'époque qui disaient c'est une bonne chose si on investit dans les expos parce que évidemment, on en récolte énormément de revenus à gauche et à droite. Puis là, je ne parle pas juste de l'argent des Québécois l'espèce de l'argent à loisir, là, ça ne va pas Mhm. aux expos, ça s'en va ailleurs. C'est pas ça que je parle du tout, là. Il y a beaucoup d'autres nouvel argent dans ce dossier-là. Tu le sais, Alain, la péréquation dans le baseball, chaque propriétaire reçoit des millions de dollars à gauche, à droite. Alors, c'est beaucoup de nouvel argent qui serait investi. Je pense, où je suis content dans la discussion, c'est que tout le monde semble comprendre ça. Maintenant, il faut en faire la vente, entre guillemets, à la population. Parce que si vous dites, ben là, on va aider les expos à construire un stade, puis ça n'a pas d'allure. C'est vrai que ça n'a pas d'allure de dire de cette façon-là. Ça n'a pas d'allure. Personne ne va dire, hey, mettez pas les impôts là-dedans, ça n'a pas d'allure. Non, non, mais s'il y a un plan, puis attendons aussi d'avoir, tu l'as dit, d'avoir ce fameux plan-là. Mais ce qu'on recherche, c'est un partenariat, c'est une entente. C'est pas juste pour un stade. C'est un grand projet pratiquement communautaire, cette affaire-là. Alors, il y a beaucoup de détails. Alors, avant de s'avancer et de dire que ça n'a pas d'allure, attendons de voir finalement quelle sorte de partenariat il puisse y avoir entre le gouvernement provincial et Stephen Bronfman, parce qu'il n'y a pas eu de demande au niveau de la ville et il n'y a pas eu de demande au niveau fédéral. C'est seulement au niveau provincial actuellement. Et si on veut avancer, bien, on n'a pas le choix de passer par cette étape-là.
Mais j'espère, Alain, qu'on ne tombera pas dans le 1997, j'ose croire. Donc, on a évolué au niveau de ce que ça prend pour une province d'investir. Là, je ne donnerai pas l'exemple de Bombardier là, parce que ça ne s'est pas résulté en quelque chose de très positif, mais on a investi dans Bombardier. Pourquoi? Parce qu'il allait y avoir des retombées extraordinaires pour tous les Québécois. Donc, c'est un peu le même principe. Puis c'est pour ça que il ne faut pas dénoncer le projet tout de suite tant aussi longtemps que tu n'as pas, tous les détails du partenariat. Puis là, une fois que le partenariat sera public, on verra l'entente, puis qu'est-ce que le gouvernement peut en retirer, bien là, les gens pourront s'avancer parce qu'on aura plus d'informations à savoir qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Parce que n'importe quel investisseur, que ce soit une province ou un investisseur privé, tu veux en avoir pour ton argent. Et puis, c'est comme ça, je pense que, tu sais, Stephen Bronfman n'est pas tout seul. Hein. Il y a quelques gros noms derrière ça, des gens du Québec Inc. Donc, personne ne veut aller voler de l'argent aux contribuables. C'est vraiment un projet qui pourrait être extraordinaire et qui pourrait amener éventuellement d'autres projets. Tu sais, beaucoup de monde qui parle de la NBA à Montréal ou au Québec ou peu importe. Alors, tu sais, moi, je pense qu'il faut avancer. Puis, dans ce dossier-là, il faut être patient et attendre surtout l'information réelle qu'on doit recevoir. Oui, 2 choses. Je pense qu'il y a eu un texte dans la presse, de la part d'Alexandre Pratt. Je pense qu'il résume très, très bien la pensée derrière, ce dossier-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et Exact. l'autre chose, Marc, c'est que je pense qu'on a un meilleur vendeur qu'en 1997 aussi. Ben, et puis, je pense qu'on a une meilleure ouverture Oui, du oui, gouvernement aussi à ce niveau-là. Donc, il y a plein de choses oui. intéressantes, mais je ne veux pas que ça soit concentré uniquement sur le baseball puis 25 millionnaires. Tu sais, c'est Mmh. Ouais, beaucoup plus large que ça, ce dossier-là. On connaît la visibilité, les études ont derrière tout ça. Bon, alors, il y a un impact majeur économique qui est derrière tout ça. Alors, il faut le considérer dans de telles décisions. Puis, on verra pour la suite. Mais, chose certaine, pour des amateurs de baseball, ben, vous comprendrez que c'est quand même assez rafraîchissant de voir que le dossier continue à ouais, avancer et qu'il y a une autre étape qu'on tente de franchir dans ce dossier-là. ouais. Ce sera donc à suivre. Marc, les camps d'entraînement sont en cours actuellement. On ne s'attendra pas sur les forces en présence. On va le faire, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, avec nos émissions d'analyse là, bon, pour ce match. Je tiens à préciser que Pierre Arsenault sera avec nous, nous Ouais. accompagnera pour regarder les forces en présence dans les 2 ligues. D'abord, je te dirais, une des sensations de ce camp d'entraînement, c'est avec les Angels, et je ne parle pas de Mike Trout, mais Shohei Ohtani, Marc, qui lance des balles de feu et qui les propulse à des vitesses aussi faramineuses, et à des distances aussi faramineuses. Ben, écoute, Alain, rappelle-toi l'arrivée de Otani avec les Angels, à quel point moi je trouvais ça rafraîchissant d'avoir un athlète qui peut faire les deux, qui peut exceller dans les deux. Ça a été plus difficile qu'anticipé, surtout en raison de blessures, raison d'adaptation. Il y a un paquet de facteurs qui fait que. Mais j'ai l'impression que 2021, oups, soudainement, on a Otani en santé, Otani qui frappe. Bon, vous allez dire, c'est le cas d'entraînement, c'est pas un échantillon très, très grand, mais quand même, c'est de bon augure. Et est-ce qu'un Otani qui frappe au-dessus de 630 actuellement à l'entraînement, s'il se met à jouer de la balle de cette façon-là et appuyer le personnel de partant sans être peut-être, sans avoir un tour régulier, là, compte tenu évidemment, bon, il revient d'une blessure et tout ça, mais s'il peut s'intégrer à tout ça, ben, deux éléments importants. Premièrement, ça va aider les Angels qui, je pense, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre dans la division ouest de la Ligue américaine. Et deuxièmement, ben, c'est de croire que ça fonctionne, ça peut fonctionner un joueur qui frappe et qui lance, c'est-à-dire un joueur régulier et qui est capable de lancer. Parce que, je me répète, si Otani peut connaître moindrement du succès, c'est un avenue intéressant pour les très, très bons athlètes qui sont capables de faire les deux. Et je pense que le baseball pourrait profiter de ça. Alors, tant mieux de voir Otani connaître autant de succès. Oui. Et l'autre joueur dont j'aimerais qu'on parle, c'est Vlad Guerrero Junior. Bon, il semble que l'expérience au troisième but soit terminée. Moi, je t'avoue, bien honnêtement, j'aurais mieux aimé qu'il joue au troisième but. Il n'a pas le physique d'un joueur de premier but. Il s'est pris en main. Ceci étant dit, peut-être que les Blue Jays ont erré dans ce sens-là. On aurait probablement dû surveiller d'un peu plus près au cours de ses premières années. Mais quand tu frappes et tu frappes comme tu l'as fait dans les ligues mineures, tu n'as pas de raison de changer ta façon de faire. Mais toujours est-il que, bon,
Vlad semble frapper. Marc, même s'il n'y a pas des statistiques à tout casser l'année passée, tu regardes la vitesse à laquelle la balle est sortie de son bâton l'année passée, c'est encore un des taux les plus élevés de tout le baseball majeur. Donc, il y a quelque chose à faire et quelque chose qui pourrait être gros avec Vlad Guerrero. Écoute, Alain, il a connu probablement un hiver extraordinaire en termes d'attaque lors des ligues d'hiver en République dominicaine, entre autres. Euh, Écoute, c'est un frappeur. C'est le type de joueur, malheureusement, où on a un peu de difficulté à lui trouver une position, donc de jouer dans la Ligue américaine va l'aider. Pour ça, jeune, par contre, qu'on l'étiquette déjà comme frappeur de choix, tu en as parlé, on aurait aimé ça le voir au troisième but. Mais là, les Jays, on n'est pas là pour développer. Là. Cette année, on est là pour gagner. Bon, évidemment, les Springer, les Semien, on a une équipe pour rivaliser avec les Yankees et les Rays. Alors, tu peux pas faire des essais comme on a vu un peu l'année passée. Là. Les essais sont terminés, mais la meilleure équipe sur le terrain, et la meilleure équipe sur le terrain actuellement, en défense, ben, c'est sans Vlad. Mais on a besoin de son coup de bâton, et son coup de bâton, il ne faut pas oublier, Alain, hein, il a 22 ans, là, Vladimir Guerrero. Ouais. Il a déjà fait beaucoup que la plupart arrivent à peu près à l'âge qu'il a présentement, là, 22, 23 ans. Donc, moi, je pense que c'est un gars qui va se développer encore de façon extraordinaire à l'attaque. Il va appuyer donc cette attaque cette année. Il va être un gros morceau de l'attaque des Blue Jays de Toronto. Il connaît d'ailleurs un camp d'entraînement exceptionnel à ce niveau-là. Mais malheureusement, son temps de jeu en défense, ben, probablement va être un peu plus difficile, à moins que Tellez connaisse beaucoup d'ennuis. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si Vlad ne joue pas, par exemple, des matchs, bien, avant chacune de ces rencontres-là, il prend des roulants au troisième, il prend des roulants au premier but. On veut qu'il soit capable d'aider l'équipe de différentes façons. Mais en début de saison, c'est pas lui qui va être le principal joueur, ni de troisième, ni de premier but. Oui, évidemment, comme tu l'as mentionné, les attentes sont élevées et dans une section où tu as quand même une équipe, bon, disons-le, les Yankees sont les Yankees avec toute la puissance qu'on leur connaît et les Rays, même s'ils ont perdu des joueurs, ils vont trouver le moyen d'être productifs. On ne Mhm. sait pas encore comment, mais ils vont trouver le moyen, ça c'est certain, avec notamment Arros Arena qui va jouer toute la saison. Bon, pas la production qu'on a vue dans les séries de l'année passée pendant 162 matchs, là, mais bon, ça devrait être assez spectaculaire chez les Rays cette année. Marc, le baseball majeur vit, on est au milieu là, probablement d'une des ères de changement les plus importantes, je te dirais, de l'histoire du baseball majeur là, je dirais pratiquement l'arrivée de Jackie Robinson. On parle de changements importants. Là. On est peut-être en train de vivre au niveau social que ça se passe, mais il y a des changements très importants qu'on est en train de vivre. Et ça se voit à plusieurs niveaux. Je dirais même au niveau, oui, social. On l'a vu avec l'embauche de femmes instructeurs, avec l'embauche de femmes de directeur général directrice générale au deuxième étage. Et là, le défi, c'est sur le terrain. On parle de dynamiser maintenant le baseball. Je pense que le mot juste, Marc, pour que le baseball tire son épingle du jeu. On parlait de divertissement, de dollars divertissement tantôt. Il y a de la compétition, il y en a de plus en plus, et le baseball doit trouver le moyen là, bon, d'attirer tout le monde. Et quand je dis tout le monde, Marc, on parle beaucoup des jeunes, là, mais je pense qu'il faut considérer aussi, oui, les gens, quand ils ne travaillent plus, quand ils sont retraités, on vit jusqu'à 80 ans, Marc. À 60 jusqu'à 80, là, il y en a du dollar divertissement, puis il y en a des gens là-dedans qui aiment le baseball et qui veulent continuer de le regarder. Il y a des essais qui vont se faire dans les ligues mineures cette année. J'aimerais qu'on les décortique un peu. Et le baseball majeur a eu l'idée d'implanter ces mesures-là, une par ligue, pour les isoler, pour voir séparément comment ça va influencer la façon dont le match va se dérouler. On va commencer par des mesures. C'est un ancien voleur de but, Marc, qui peut sembler banal, mais on élargit le carré, le but, le coussin, là, on l'élargit un peu, on va changer la texture pour éviter les blessures, éviter qu'on glisse sur ces coussins-là. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, outre augmenter la sécurité des joueurs? Oui, ça va changer des choses, Alain. Et juste pour ajouter à ce que tu viens de mentionner, évidemment, le baseball, rappelez-vous, a embauché quelques gros noms, des anciens Oui, présidents, des oui, anciens directeurs généraux, des anciens joueurs, justement pour dynamiser tout ça, des gens même qui étaient en place,
ont contribué peut-être même, par exemple, aux défenses adaptées là, qui, certains disent, ont eu, Ouais, dont Theo Epstein en passant, ouais. qui fait maintenant partie là, d'un comité, justement pour dynamiser. C'est un terme que j'aime que tu as employé, mais que j'aime bien. Euh, donc, au niveau 3A, on va agrandir les buts. Tu sais, Alain, c'était 15 pouces, on va y aller à 18, OK? Là, vous allez dire, ben, il y a un petit 3 pouces de plus au premier but, parce que le premier but est en jeu, en passant, le petit 3 pouces au deuxième but. Alors là, rappelle-toi, là, les fameuses reprises vidéo que l'on voit à peu près sur chacun des vols de but. Ben là, un petit 3 pouces ici, un petit 3 pouces là, plus le gant de faux qui a l'impression 3-4 pouces de plus que la main. Oui, ça va donner un avantage pour les voleurs de but. Oui, il y a une question de sécurité, mais même le baseball majeur l'a souligné du fait que c'est aussi pour dynamiser et donner une chance aux voleurs de but et donc les joueurs les plus rapides, de se donner en spectacle. Donc, de se donner, parce que écoute, Alain, tout le monde, en fait, la plupart des gens là, de nos âges là, se rappellent la belle époque des expos, des cards, que ce soit Reigns, que ce soit Ron Floor, que ce soit Vince Coleman. On appréciait le vol de but qui faisait partie. Là, à la limite, on allait voir jouer Tim Raines juste pour le voir voler un but ou deux. Puis le baseball, avant de prendre ces décisions-là, parce que là, on va le décortiquer, mais avant de prendre toutes ces décisions-là, dites-vous bien aussi qu'on est allé cogner, qu'on est allé parler aux amateurs, aux entraîneurs de Ligue mineure. On a parlé à beaucoup, beaucoup de monde autour du baseball pour dire qu'est-ce que vous aimeriez voir davantage. Et inévitablement, la réponse a été on veut voir plus de balles en jeu parce qu'on a de plus en plus de bons athlètes. Mais qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir des vols de but. Parce qu'un vol de but, là, c'est que soudainement, tu mets en valeur de la vitesse, tu mets en valeur un receveur, Ouais. tu mets en valeur les bons athlètes qui couvrent arrêt au deuxième but. C'est ce que tu veux voir. Donc, j'aime cette idée-là qui ne dénature pas le baseball. À l'œil nu, personne ne va voir la différence vraiment, mais ça peut changer une chose sur ce qui se passe sur le terrain. Bon, on va continuer dans la même vague. Il y a deux autres mesures qu'on va tester. Et ça, Marc, tu as volé des buts quand tu étais joueur. Là, c'est une limite de deux tentatives de retirer le coureur sur les sentiers par le lanceur par présence au bâton. Je sais que tu as cette théorie qu'il n'y en a jamais plus que trois avant qu'on parte vers le deuxième, une théorie qui s'est avérée, je te dirais, presque à 100 des fois où on a vu un voleur de but sur les sentiers depuis qu'on travaille ensemble. Toi, si tu étais voleur de but, là, après le premier, là, tu serais presque prêt, j'imagine. Ben, celle-là est un petit peu, je dirais pas tirée par les cheveux, mais j'ai hâte de voir les résultats. C'est-à-dire que ça, Ouais. c'est au niveau du A faible, donc le Ouais. lanceur. Puis ça inclut, Alain, une chose, c'est que si tu décides de retirer complètement ton pied de la plaque, mais de ne pas lancer au premier but, ça compte. Ça compte comme si tu en as juste deux. Tu Ouais. peux effectuer une troisième tentative, mais il faut que tu retires le coureur. Parce que si tu ne retires pas le coureur, il y aura une feinte irrégulière d'appelé, donc le coureur va aller au deuxième. Pour le voleur de but, c'est sûr que si soudainement, imagine-toi qu'il y a deux relais au premier but, tu sais qu'il n'y en aura plus d'autres. Ou, en fait, il y en aura un autre. Donc, tu Ouais, peux ouais. exagérer, mais si tu exagères trop, ben là, tu vas te faire prendre parce que là, le lanceur va y aller quand même. Mais j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est une partie où on dénature un petit peu. Parce que si on veut plus de vol de but, inévitablement, on va peut-être avoir plus de relais au premier but parce que là, on voit des écarts un peu plus exagérés. Donc, je la comprends, la règle, mais j'ai hâte de voir si ça donne vraiment des résultats concrets pour le plus grand nombre de vols de but. Je vous dirais que celle qui change le plus, Alain, ce n'est pas le nombre, c'est qu'au niveau A fort, par exemple, c'est que, bon, vous saviez, lorsqu'un voleur de but, le lanceur droitier, par exemple, fait sa pause et peut pratiquement pivoter sur lui-même pour remettre la balle au premier but. On a deux options, hein. Évidemment, on peut retirer complètement notre pied de la plaque ou faire le fameux pivot. Le fameux Ouais. pivot sera dorénavant illégal au niveau A fort. Il va falloir carrément que le lanceur retire son pied de la plaque. Alors, c'est beaucoup plus facile pour un voleur de but à ce moment-là parce que là, le geste du lanceur est beaucoup plus évident pour le coureur et à ce moment-là, ben, on peut tricher un peu. Quand je dis tricher, c'est de prendre un écart un petit peu plus exagéré
parce que c'est qu'on a cette fraction de seconde de plus pour revenir si jamais on a à remettre la balle. Donc, ça semble banal, mais je trouve ça intéressant qu'on l'essaie. Et comme tu l'as dit, intéressant qu'on essaie ligue par ligue parce qu'on va pouvoir vraiment décortiquer si tout ça a une mesure importante. Mais celle-là, je t'avoue que pour un voleur de but, j'ai l'impression qu'on va en avoir pas mal au niveau du offort avec cette règle-là. Oui, l'impression que ça me donne, Marc, peut-être qu'au niveau mineur, on va se mettre à courir. Bon, il y a certains joueurs plus rapides dont, bon, qui vont en profiter. Mais tant et aussi longtemps, Marc, qu'on aura ce taux de coup de circuit, je suis pas sûr qu'on va courir davantage. Le fameux circuit de 3 points, là, il y a un risque quand tu cours. Ce risque-là, beaucoup d'équipes ne veulent pas le prendre. Oui, mais tu as raison, Alain, mais regarde les séries l'année dernière. Combien de fois un vol de but est venu changer l'allure d'une manche? Souvent. Ce que je veux dire, c'est que ça me fait penser un peu au hockey, là, lorsqu'on a décidé de vraiment appeler l'accrochage. On a laissé peut-être un peu plus Ouais. de liberté à des plus petits joueurs qui pouvaient justement manœuvrer Mhm. davantage. Ben oui, le coup de circuit reste, le coup de circuit est impressionnant, puis la puissance va toujours Mhm. être là. Mais est-ce qu'il y a, tu sais, il y a des joueurs, là, il y a des joueurs qui n'ont pas de la puissance, mais qui sont rapides, puis soudainement, si cette vitesse-là est mise de l'avant et qu'on puisse l'exploiter davantage, ben, je pense qu'il y a des équipes. Tu sais, c'est sûr qu'on on, on fait les changements maintenant, puis les organisations arrivent, OK, là, on n'a peut-être même pas de coureur rapide dans notre organisation, donc ça ne changera pas grand-chose. Alors, c'est sûr que ça va être sur une année ou deux ou trois, mais j'aime voir le fait qu'on tente de trouver des solutions pour aider à augmenter le nombre de vols de but. Puis augmenter le nombre de vols de but, selon moi, aide au spectacle. Écoute, ce sera à suivre. Oui, il y a une certaine catégorie de joueurs là, qui vont en profiter. J'imagine un Billy Hamilton se retrouver dans les ligues mineures avec ces règles-là. C'est pas. Il en avait volé quoi, 150? Ouais, il en avait volé pas Est-ce que mal, de ça. Lino de Shields Bon, c'est. Junior aussi. Oui, Mais tu oui. sais, Alain, on a d'autres règles là, qui vont s'ajouter, par exemple, au niveau Ben, 2A, les fameuses défenses adaptées. bon, ben ça, c'est le prochain. Moi, bon, je pense que ça fait longtemps que j'en parle. Je suis absolument pas d'accord à ce qu'on régisse la façon dont on place les joueurs en défense. Ça punit les équipes qui font leur devoir. Et c'est pas d'hier, Marc. Je veux dire, les défenses adaptées, la première fois qu'on l'a documenté véritablement, c'est pas la première fois que ça a été utilisé, mais la première fois qu'on l'a documenté, c'était pendant la Série mondiale de 1948. Ted Williams jouait pour les Red Sox de Boston, puis de l'autre côté, ben, on a décidé, les Cards de Saint-Louis, on a décidé de placer 3 joueurs de l'autre côté. Donc, on n'a pas inventé on n'a pas réinventé la roue avec les défenses adaptées. On s'est juste dit, si c'est bon pour Ted Williams, il faudrait vérifier si c'est bon pour d'autres joueurs. Puis on s'est aperçu que la plupart des frappeurs gauchers frappaient du côté droit. Ben, regardez, on va le faire pour plus de joueurs. Et tu l'as mentionné souvent, Marc. Nos frappeurs à s'adapter. Écoute, Alain, c'est sûr que tu n'auras pas de résistance de ma part là, à ce niveau-là. Mhm. Juste pour dire aux gens, la fameuse nouvelle règle, c'est que Oui. pour l'instant, au niveau 2A, c'est que tous les joueurs d'avant-champ devront avoir 2 pieds à l'avant-champ. Donc, plus personne qui s'en va au champ Mhm. extérieur. Donc, on pourrait avoir 3 joueurs du côté droit, mais les 3 Mhm. devront être à l'avant-champ. Si ce n'est pas concluant après la mi-saison, là, on va exiger qu'il y ait 2 joueurs de chaque côté de l'avant-champ. Donc, vous comprendrez le premier but, deuxième but du côté droit et Areco, troisième but du Mhm. côté gauche. Celle-là, je l'aime moins. Je pourrais vivre, Alain, si jamais on va, les gens sont vraiment contre les défenses adaptées, je pourrais vivre au fait que il faut garder les 2 pieds à l'avant-champ. Bon, tu aurais quand même 3 joueurs du côté droit, mais tu n'aurais plus de joueurs à l'entre-champ. À la limite, je ne l'aime pas, mais je pourrais vivre avec. Mais de réglementer le fait qu'on ne peut plus mettre 3 joueurs du côté droit, là, je trouve qu'on dénature vraiment, et c'est là qu'on sort du fait que ben, finalement, on va retrouver des frappeurs unidimensionnels qui vont que tirer la balle tandis que là, on avait la chance de voir justement des jeunes se développer. D'ailleurs, ce qu'on voit de plus en plus, des jeunes Oui. qui se développent et qui frappent la balle partout sur le terrain. Oui. Marc, écoute, je vais me faire l'avocat du diable.
parce qu'on a vu des défenses un peu spéciales. Là, j'ai Kevin Biggio en tête. Rappelle-toi de la façon dont on avait joué en défense au sein de certaines équipes. 4 voltigeurs. Ça veut dire que c'est fini le 4 voltigeurs pour Kevin Biggio. Et l'autre exemple qu'on pourrait donner, c'est que il y a plusieurs équipes. En fin de match, tu as un coureur au troisième, début rempli. Bon, on avait 5 joueurs d'avant-champ. Est-ce qu'on va interdire maintenant à ces joueurs-là de se placer Ouais. de cette façon-là? Est-ce qu'on va empêcher Anthony Rizzo, par exemple, d'être à 15 pieds du marbre lorsqu'on a une situation d'amorti? Elle est où la limite? Moi c'est ça que j'aime pas dans sa façon de régir le positionnement défensif. Mais écoute, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que, tu sais, d'agrandir les buts, c'est une chose, mais lorsqu'on vient dénaturer, à ordonner de se placer à un endroit X sur le Oui. terrain, c'est là que j'ai un peu de misère. Je sais qu'on a traversé des périodes plus difficiles, dans le sens que là, Mmh. soudainement, ben, on connaissait même le résultat avant que le gars frappe la balle. Tu as 3 joueurs du côté droit, plus le voltigeur de droite, puis le voltigeur de centre qui triche. Le frappeur gaucher avait plus de chance. Mais ça fait partie des nouvelles tendances qu'il faut Mmh. s'adapter. Alors, c'est pour ça que je trouve pas ça mauvais, évidemment, qu'on le tente, l'expérience, qu'on Ouais. voit. Puis surtout au niveau 2A, Alain, bon, on comprend que le calibre au niveau 2A, il y a autant de talent que dans le baseball majeur, c'est souvent la constance. Donc, on va avoir quand même des données fort intéressantes Ouais. après la saison à ce niveau-là. J'aime le fait qu'on expérimente, mais on n'est pas nécessairement toujours d'accord avec ce qu'on Ouais. essaie de faire avec tout ça. Là. Ce qu'on aimerait, c'est avoir plus de balles en jeu, en fait, et ça ne changera Ouais. absolument rien sur le nombre de balles en jeu qu'on va avoir, là. Écoute, on a regardé le nombre de balles en jeu est en baisse constante là, depuis une dizaine d'années. Ça veut dire que c'est surtout les retraits sur des prises et les coups de circuit là, qui sont responsables de ça, parce que le nombre de buts sur balle est quand même assez constant. Mais ce qu'on aime, c'est voir de l'action. Tu sais, tu veux voir quelqu'un voler, mais voir quelqu'un tenter le double sur un petit ballon qui tombe entre le voltigeur blanc, quelqu'un qui tente le triple aussi. On considérait à une certaine époque comme étant le jeu le plus excitant du baseball. C'est ça qu'on veut avoir et pour ça, ça prend des balles en jeu. Ce qui m'amène, Marc, à la prochaine mesure, les 2 prochaines, en fait, la zone des prises. Et là, on va tenter la zone de prise électronique. Rappelle-toi ce que l'ancien président des Mariners de Seattle disait. Ça s'en vient, c'est ça, parce qu'on en a discuté dans les rencontres de dirigeants. Là, on ne se trompera pas, il a pas inventé ça là, de n'importe où. Là. Ça s'en vient de la zone de prise électronique. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Marc, compte tenu que tu sais, le match est tellement concentré maintenant entre le frappeur et le lanceur. Tu vas me dire que ça a toujours été la lutte entre les deux, mais j'ai l'impression que c'est là encore plus que jamais pour la raison que je viens d'énoncer. Il y a moins de balles en jeu, donc c'est là que ça se passe. Ouais, puis il y a moins de balles en jeu, puis il n'y a jamais eu autant de bons athlètes sur le terrain. Donc, ce qu'on veut voir, c'est ces athlètes-là bouger, attraper, plonger. Tu as tellement Il raison s'est de le lancé. mentionner. Ben, il s'est lancé surtout. Et pourquoi la zone de prise électronique viendrait aider? C'est que, tu sais, Alain, la vraie zone des prises, celle qui est dans le livre des règlements, je ne parle pas celle appliquée, là, je parle qui est celle qui est dans le livre des règlements. Si elle était appliquée, justement, on aurait beaucoup de comptes de 0 et 2. Et là, ben, inévitablement, les frappeurs devraient s'élancer parce que tu te retrouves avec un compte de 2 prises. Alors, c'est pour ça que la vraie zone des prises, si la prise est appelée, bon, statistiquement, Alain, tu es plus fort que moi en statistique, là, mais un frappeur qui est 0 et 2, 1 et 2, 2 et 2, en général, la moyenne au bâton est inférieure à 150. Parce que quand tu as 2 prises, c'est difficile. Alors, la zone de prise, c'est tellement important, le duel entre lanceur et frappeur, tu l'as dit, ça se passe beaucoup là. Il faut que les bons tirs soient appelés. Puis là, tu as vu au cours des 2, 3 dernières années, surtout avec la technologie et les matchs à la télévision, là, les frappeurs l'ont demandé longtemps. Là, ce sont les lanceurs qui le demandent. Et les officiels qui semblent vouloir eux aussi dire, ben, finalement, écoutez, j'aimerais mieux aussi que la. Tu sais, rappelle-toi, lorsqu'on a implanté les reprises vidéo, on disait à les arbitres, ils vont dire, mais Mhm, on sert à quoi? Non, ils sont contents, ils veulent que ça soit la bonne décision. Puis on voit à quel point ils sont mhm, bons, en fait, parce qu'ils sont à ouais, 97,9%, ils ont raison, donc ils sont excellents. Mais l'autre, tu sais, l'autre 2% là, qui ont tort, ben, au moins la bonne décision est rendue.
On est rendu là, le sport, la télévision, la Ouais. technologie, on est rendu là. Donc, moi, je pense qu'il reste encore du peaufinage à faire, Alain, mais j'ai l'impression que ça, c'est une des règles qui va être implantée beaucoup plus rapidement qu'on pense. Est-ce que je me trompe, Marc, où les lanceurs qui bénéficieraient le plus de cette zone de prise, c'est des lanceurs de balles à effet? Je pense principalement de balles courbes, là. Et je me souviens d'un ancien, Terry Ryan, je vais le nommer, l'ancien directeur général des Twins du Minnesota, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une réunion à un moment donné d'un colloque de Sabre. Et même lui affirmait ne pas repêcher, ne pas vouloir de lanceurs de balles courbes parce que les arbitres les manquaient trop. Est-ce que Ben, ouais, ça en fait fait, du Alain, sens? la question est bonne et pertinente parce que la zone de prise est en 3 dimensions. Mhm. Alors là, est où la zone de prise et est-ce que si la balle effleure le bas de la zone de prise, mais qui peut même tomber au sol après le marbre, qui est 100% Oui, une balle dans le baseball d'aujourd'hui, pourrait avec devenir une quelqu'un qui a une courbe prise. 12 à 6, là. Exactement. Donc, quand je parle de peaufinage, là, c'est là, est-ce qu'on peut trouver le moyen de, est-ce que le rectangle des frappeurs est trop grand? Est-ce qu'à ce Mhm. moment-là, est-ce qu'on va, parce qu'un joueur qui se place dans le fond du rectangle, ben, ses 2 pieds sont derrière le marbre. Alors, mais si la balle arrive à une certaine hauteur, ben, la zone de prise électronique, c'est une prise, mon ami. Alors, lui, il va être obligé de s'avancer. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des ajustements à ce niveau-là. Mais c'est sûr que les lanceurs qui font bouger la balle davantage vont Ouais, pouvoir en bénéficier davantage par la suite. Mais ouais. demandez à n'importe qui, je vais être le premier, là, si je suis au bâton, puis le tir est une prise, puis l'arbitre dit une balle, oui, je suis content, je suis soulagé. Mais on demande bien plus souvent d'avoir la bonne Ouais, décision. Alors, ouais. puis le lanceur pense la même chose aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, oui, ça dénature dans le sens que l'arbitre a toujours fait partie là, du baseball, puis de la décision. Puis rappelle-toi, à l'époque, on disait une zone de prise de la Ligue américaine, puis une zone de prise de la Ligue nationale. Mais encore aujourd'hui, malheureusement, on dit que c'est une zone de prise de tel arbitre, puis une zone de prise d'un autre arbitre. Puis il faut attendre la première manche pour voir si c'est quel genre de zone de prise. On veut uniformiser davantage, puis c'est là qu'on est rendu et la technologie est là pour Ouais, l'offrir aussi au sport. ouais. J'espère qu'on va déterminer la haute zone des prises, Marc, qui est beaucoup trop basse, selon moi. Là. Ce qui est au-dessus de la ceinture est rarement une prise, alors que, bon, si tu regardes le livre des règlements, c'est plusieurs centimètres au-dessus de la ceinture. Si on élargissait la zone des prises, Marc, on aurait pas mal plus d'élan. Moi, je pense que c'est un des aspects qu'on n'a pas voulu toucher. Euh, Écoute, moi j'aimerais ça qu'on aille là, même si je sais maintenant ça s'en vient à 95, mais les frappeurs sont tellement sélectifs aujourd'hui, ils sont prêts à attendre 2 prises. Quand je dis dynamiser le match, là, ils seraient capables de frapper la balle en jeu plus tôt dans le compte si on élargissait la zone des prises. Moi, je suis d'accord avec toi, en autant qu'on donne le bon tir Mhm. en haut des genoux, Alain, pas en bas des genoux. Oui, ça c'est une autre chose. Marc, là, on est descendu à 15 secondes. Ça, c'est dans la ligue, l'ancienne Ligue de la Californie, en fait, où on va avoir 15 secondes entre les tirs. On parlait de 20 secondes à un moment donné, mais on est rendu à 15. Moi, j'ai aucun problème avec 15 secondes. Je veux dire, j'ai fait le test. J'ai regardé un match en concours hier et 15 secondes, là, je veux dire, t'as amplement le temps d'effectuer un tir. Là. Et tu sais, tout est dans l'éducation, Alain. Ben Trop oui. longtemps, là, trop longtemps, Mhm, qu'est-ce qu'on disait à un lanceur ou même à un frappeur? J'ai mhm. entendu cette phrase-là des millions de fois. C'est quoi? Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Il n'y a pas de caron au baseball. Prends ton temps. Et là, ça a créé quoi? Ben, je prends mon temps. Fait que quand chaque lancer, je prends un respire, je frotte la balle. Ou je retire mon pied du rectangle, j'ajuste mes gants de frappeur. Tu sais, c'était dans les habitudes, ça faisait partie du sport, du baseball. Là, évidemment, ben, je pense que tout le monde réalise, en fait, j'espère que tout le monde réalise qu'il faut dynamiser, il faut aider à Mhm. que ça avance sans peser sur l'accélérateur puis que ça soit toujours, là, on court à gauche, à droite. Mais tu sais, qu'il y a un Ouais, rythme plus soutenu. Et moi, ouais. j'ai hâte de voir les résultats de ça. Et dans les ligues mineures, on dit souvent, ben oui, c'est un laboratoire, mais oui, ça sert à ça.
et ça éduque les gens. Regarde, on parlait tantôt des frappeurs. Bien, en ce moment, que ce soit au niveau collégial et au niveau du baseball professionnel mineur, des catégories de A surtout, là, ben, on est en train de dire aux joueurs, écoute, si tu fais juste tirer la balle, tu sois droitier ou gaucher, tu fais juste tirer la balle, ça ne marchera pas ton affaire. Donc, ouvre tes horizons et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, ça passe par là, une certaine éducation. On ne peut pas changer ça du jour au lendemain, mais ça va servir et j'ai hâte de voir ça aussi, les résultats. Et surtout, te demander aux lanceurs, est-ce que ça a eu un impact énorme sur ton rendement d'avoir cette pression-là qui dit, écoute, hey, t'as pas le temps, frotte ta balle, mais t'as 15 secondes, let's go. Alors, c'est pour ça que j'haïs pas tu sais, j'aime pas tout ce qu'on fait, mais j'aime le fait qu'on soit créatif et qu'on tente des affaires. Et si on le tente dès maintenant, Alain, dès la première année qu'on prend le contrôle des équipes des ligues mineures au niveau du baseball majeur, ben c'est parce qu'on veut être en mode accéléré. Et j'ajouterais aussi que c'est la dernière année du contrat, donc la convention collective se termine. Alors, il y a sûrement aussi ça qui joue derrière, là. Marc, je sais que les joueurs veulent se servir un peu de ça comme levier, mais ils n'ont pas intérêt à le faire parce que tout ça est pour ramener l'intérêt. Et s'il y a plus de gens qui s'intéressent au baseball, ça va jouer dans le portefeuille des joueurs, là. Exactement. C'est ça. Bon. Dernier sujet, Marc. On a perdu, on le sait, beaucoup de joueurs de baseball de qualité, même sur le plan local, avec les départs malheureusement d'Éric Aucoin et Réal Cormier. Dernièrement, il y a un ancien receveur, pas receveur, mais bon, le lien va se faire, là, instructeur des Expos qui est décédé. Je voudrais que tu me parles un peu de l'importance des instructeurs dans une organisation. C'est Norm Sherry, qui était instructeur des Expos dans les années 70. Quand il est arrivé, son mandat, ça a été clair, ça a été de travailler avec Gary Carter pour peaufiner son jeu en défense. C'était son travail. Avec la carrière que Gary Carter a eue, je pense qu'il peut dire mission accomplie, là. Écoute, il avait un bon bras, il avait des qualités athlétiques, mais évidemment, il restait à raffiner des choses. Il est devenu, je pense, pendant plusieurs années, un des meilleurs, sinon le meilleur receveur défensif du baseball majeur. Il est aujourd'hui au temple de la renommée. Son taux d'efficacité contre les voleurs de but est exceptionnel quand il jouait. Marc, les instructeurs, souvent, ils passent sous silence. On parle des gérants. Mais toi, tu as évolué au sein de deux organisations qui avaient des réputations de bien élever leurs joueurs, et les Expos et les Dodgers. Je pense qu'on ne souligne pas assez le rapport. Écoute, tu as tellement raison. Parce que derrière chaque bon joueur, Alain, il y a un instructeur quelque part qui a eu une influence directe. Écoute, prenez Felipe Alou, par exemple. Orlando Cabrera en doit beaucoup à Felipe Alou. Orlando Cabrera, c'est lui qui ramassait les roulants, c'est lui qui a eu une très, très, très belle carrière. Mais il y a peu de monde qui croyait en Cabrera, sauf Philippe. Puis Philippe dit, gars, je vais travailler avec, puis je vais en faire un gars des ligues majeures. Je pense qu'il a réussi. Il y a écoute, des exemples comme ça, il y en a partout, partout, partout. Et il y a une influence directe, puis parfois c'est bon, parfois c'est moins bon. Tu te retrouves avec une organisation comme les White Sox de Chicago à l'époque de Walt Rainiac, qui était l'instructeur des frappeurs, qui avait un style très particulier. Il avait changé complètement la donne, Alain, c'est que le transfert de poids se faisait beaucoup plus rapidement sur la jambe avant. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on était ailleurs et ça a bien servi de très, très bons joueurs, mais d'autres ont moins, tu sais, ça a moins accroché. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une influence énorme. Et prends un gars comme Ron Washington. Il a rendu combien de joueurs, je vais parler de milieu d'avant-champ, meilleurs parce qu'il a inventé des drills, puis il a inventé des façons écoute, c'est inimaginable, mais ce gars-là a influencé énormément de joueurs au milieu de l'avant-champ. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Donc, oui, les instructeurs travaillent dans l'ombre. Ils le savent, par contre, puis la récompense, c'est de voir justement le joueur exceller ou reprendre là où il avait laissé. C'est des rôles parfois ingrats, méconnus, comme l'exemple que tu viens donné sur Gary Carter. Mais, comme je dis, ces gens-là, leur récompense, c'est de voir un Gary Carter au temps de la renommée, par exemple, ou voir un Ron Washington, voir ces jeunes poulains devenir parmi les meilleurs joueurs d'avant-champ de tout le baseball. Alors, moi, j'en ai des exemples. Pete Delana, est-ce que tu te souviens de Pete Delana, Alain?
qui était un Je me des souviens instructeurs du des nom, mais j'allais te frappeurs. demander si tu avais un nom ou 2 à me donner là, dans ta carrière, là. Ben, Dalena, c'en est un. Jim Tracy a eu une grande influence mentalement, c'est-à-dire dans la préparation mentale, de voir, on va employer l'expression, mais de voir la game d'une manière différente. Jim Tracy, je l'ai eu trop tard dans ma carrière, comme j'aurais aimé ça l'avoir plus tôt. Il m'a fait comprendre des choses dans le baseball qui m'aident aujourd'hui dans mon poste d'analyste et d'instructeur pour les jeunes, mais que j'aurais aimé avoir comme joueur peut-être un peu plus jeune. Euh, Pete Delana a une belle influence. C'est un instructeur de frappeur dans l'organisation des Expos. J'étais dans l'organisation des Dodgers et on m'avait un peu transformé en Rob, ouais, pas en Rob Butler, mais en Brett Brett. Butler pour que je frappe la balle au sol, puis que j'exploite ma vitesse. C'était correct, tu sais, mais c'était pas moi. On m'a sorti un peu de ma zone de qui j'étais. Et Pete Delana a vu ça. Et je suis parti, puis j'ai connu des bonnes saisons avec lui, puis j'aurais aimé ça, c'est poursuivre l'aventure. Mais c'est ce genre d'instructeur-là qui, encore aujourd'hui, même 25, 30 ans après une carrière, ces gars-là ont eu une influence, puis l'ont toujours d'ailleurs, parce qu'évidemment, tu peux transporter ce que tu vis en carrière de joueur ailleurs dans ta vie, là, mais tu fais bien de mentionner, Alain, cet aspect-là des instructeurs qui jouent dans l'ombre. Perry Hill, qui était instructeur chez les Expos, a été un des très bons instructeurs de joueurs d'avant-champ. Il y a eu d'excellents instructeurs de champ extérieur aussi qui ont passé. Évidemment, je n'étais pas lanceur, mais je suis convaincu qu'il y a une tonne d'instructeurs des lanceurs qui ont eu de grandes influences sur des joueurs qui ont eu de grandes carrières aussi dans le baseball majeur. Donc, oui, ces gars-là, il ne faut pas négliger. Je sais que c'est ça. Ce sont les personnes les moins bien payées d'une équipe de baseball. Ce sont les assistants entraîneurs. Mais ils ont un rôle capital à jouer et souvent, ils sont derrière de grandes carrières. Oui, ben, si je peux faire un petit aparté là-dessus, Marc, et tu connais probablement l'histoire, mais Réal Cormier, je pense que Joe Carrigan a eu une influence énorme sur la carrière. Il y a eu l'instructeur aussi, il y a eu Mark Griffin qui a eu une grosse influence sur la carrière de Réal Cormier au niveau A. Mais Joe Carrigan, par 3 fois avec les Expos, c'est lui qui l'a ramené avec les Red Sox de Boston. Et s'il a eu sa meilleure saison, c'est parce qu'il a développé une balle rapide coupée sous Joe Carrigan. C'est peut-être le meilleur exemple qu'on pourrait avoir là, avec dans les gens qu'on a peut-être connus à Montréal. Ben, exactement, tu sais, puis c'est important de voir quelqu'un qui croit en toi, puis Oui, qui dit, OK, ben si on essaie tel aspect du jeu, ça va t'amener ailleurs. Puis je suis oui, convaincu, Alain, que si on posait la question à même des membres du Temple de la Renommée aujourd'hui, que ce soit Derek Jeter, par exemple, ou Larry Walker, on dirait, hey, les gars, y a-t-il un instructeur qui a eu une influence sur vous? Et ils vont dire, c'est sûr, ils vont vous donner 4-5 personnes qui ont dit, écoute, ce gars-là a transformé ma manière de jouer d'une manière X. Alors, oui. c'est pour ça que c'est le fun aussi que ces joueurs-là ben, retournent dans le baseball, redonnent aussi. Tu sais, il y a des joueurs qui restent dans le baseball comme entraîneur, comme instructeur. Cette expérience-là est très, très chère pour surtout où on voit de plus en plus de jeunes joueurs atteindre le baseball majeur. Ben, ça vient encore plus Oui, pallier à ça. Là. Donc, belle oui, initiative de ta part d'amener ce sujet-là. oui. Ben, écoute, Marc, ça termine ce balado. On a abordé plusieurs sujets. Il y en a d'autres qui seront abordés, je le rappelle, en ce qui concerne la prochaine saison. L'analyse des 2 sections, 2 émissions spéciales en début de semaine prochaine. Il y a Pierre Arsenault qui sera avec nous. Donc, ce sera une belle occasion de regarder et analyser les forces en présence en vue de la prochaine saison. Merci, Marc. Je te souhaite de passer une bonne semaine. Portez-vous bien à la maison. À bientôt.